Bonsoir à vous trois. On va passer Bonsoir. une petite heure ensemble pour échanger sur ce qui nous attend et des projets gouvernementaux. D'abord, je vais quand même vous présenter Mireille Stivala, secrétaire générale Fédération Santé et Action Sociale. Jean-Marc Canon, secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Et enfin, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération des services publics. Donc on se retrouve à la veille du 15, journée d'action particulièrement dans les EHPAD et des retraités, mais aussi à la veille du 22, grande journée d'action, notamment des cheminots et des fonctionnaires, et c'est de cela dont nous allons en parler. La convergence avec la SNCF, la RATP met en lumière notre combat pour la défense des services publics. Mais peut-être pour celles et ceux qui ne verraient pas concrètement les raisons de notre colère, on va discuter autour de trois thématiques, trois questions que je vais commencer de vous poser en rapport avec le projet du gouvernement qui entend, je cite, refonder le contrat social avec les agents publics. Mireille, je vais commencer par toi. Donc le gouvernement met en avant les difficultés de recrutement dans la fonction publique et propose donc pour résoudre ces difficultés-là d'avoir recours à des contrats et d'en finir avec le statut des fonctionnaires. Dans la santé, dans tout le secteur de la santé, on entend bien l'hôpital, les EHPAD, tout ce qui recouvre ce secteur-là. Peux-tu nous dire pourquoi on manque cruellement de personnel jusqu'à créer des situations de souffrance dont on parle quand même de temps à autre? Et est-ce que le recrutement de non-fonctionnaires, c'est la réponse à cette difficulté? Le manque de personnel, c'est essentiellement des choix politiques qui ont été opérés ces dernières années. Et notamment quand on voit les contraintes budgétaires qu'on impose aux établissements, et c'est des contraintes qui, de fait, vont peser sur la masse salariale et sur les emplois à l'hôpital, mais pas qu'à l'hôpital, d'ailleurs dans les différents secteurs de la santé. Et c'est vraiment un choix politique, c'est de considérer qu'aujourd'hui on peut prendre en charge avec toujours moins de personnel et notamment des emplois statutaires. Alors que nous, on est en contradiction totalement avec cette politique et qu'on n'arrête pas de dénoncer les difficultés des conditions de travail des salariés qui sont à flux tendu constamment. Et si on veut une prise en charge de qualité, il faut forcément mettre des moyens, et surtout les moyens humains. On nous brandit aussi toujours des motifs organisationnels qu'il faut à l'hôpital ou dans ces établissements pouvoir mieux organiser le travail. Mais c'est des arguments qui sont totalement fallacieux. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix politique. L'austérité aussi qui nous est imposée par l'Europe et qui nous dit qu'il faut réduire à tout jamais les moyens dont nous disposons. Nous considérons que pour bien prendre en charge les usagers, nos patients, si on doit parler des patients pour l'hôpital, qu'il faut y mettre les moyens et surtout des effectifs conséquents pour pouvoir effectuer nos missions de service public, d'autant plus qu'on peut aussi voir dans notre secteur qu'il y a une grande difficulté non seulement d'exercer maintenant sa profession, mais aussi que les salariés souffrent pendant l'exercice de leur mission quotidienne. Et ça se traduit, on peut le voir, la presse le relaye, par des salariés qui sont en burn-out, des salariés qui démissionnent. Derrière la question de l'emploi, il y a aussi l'attractivité de nos métiers. Et donc il faut vraiment, pour les rendre attractifs, déjà avoir des équipes pluridisciplinaires à la hauteur de ce que nous on demande à la CGT. Nous sommes porteurs sur des ratios d'encadrement qui doivent être de haut niveau. D'ailleurs, notre pays, quand on regarde par rapport aux autres pays européens, la France est vraiment mal dotée par rapport au nombre d'effectifs de soignants, par rapport aux usagers et aux patients qu'on prend en charge. Mais derrière la question de l'emploi, c'est une question de société. C'est-à-dire aujourd'hui, dans une société où on a un taux de chômage si important, il nous semble, nous, important à la CGT de le rappeler que notre secteur, mais alors, tous les versants de la fonction publique, peuvent être générateurs d'emplois et surtout pour les jeunes. Et pour les rendre attractifs, il faut aussi avoir l'ambition d'en faire des emplois pérennes, statutaires, pour justement demander à cette jeunesse qui n'attend que qu'on leur donne de l'emploi, de se projeter dans la fonction publique.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec tous les discours ambiants qu'on entend sur ce sujet. Et dans notre secteur, je voudrais préciser que la difficulté de recrutement, elle est liée à une politique toujours faite par les gouvernements successifs, puisque nos métiers sont des métiers à haute qualification. Si je donne l'exemple, par exemple, pour un médecin, il faut des années d'études, et donc ça veut dire qu'il aurait fallu se projeter dans des formations et dans un avenir où on puisse former en masse des professionnels pour ne pas se retrouver dans la situation aujourd'hui, où parfois sur certains métiers, bon, je prends les médecins, mais il y a d'autres métiers où on a du mal effectivement de recruter parce qu'il y a un manque. Mais derrière, tout ça, c'est bien sûr toujours la politique qui a été organisée, que nous avons dénoncé d'ailleurs à multiples reprises. Nous avons fait des propositions à la CGT qui ont toujours été balayées d'un revers de la main, toujours pour des raisons économiques. Sur les conditions de travail, aujourd'hui, la question de l'emploi, elle est vitale. Ça veut dire qu'il faut rapidement recruter dans nos secteurs pour pouvoir permettre aux agents de travailler dans les meilleures conditions, parce que on fait face à des vagues de suicides dans notre secteur. Donc des professionnels dans notre secteur qui sont amenés à soigner des gens, se retrouvent dans la situation où ils mettent fin à leur vie, parce que c'est impossible, ils n'ont plus de possibilité, c'est un sentiment qu'ils n'exercent plus leur métier comme ils le devraient, c'est inacceptable. Aujourd'hui, que le travail tue encore, c'est quelque chose qui nous interpelle très fortement et dont nous sommes dépositaires auprès de nos gouvernants pour leur dire que ça doit cesser et que c'est plus possible de travailler dans ces conditions-là. Ce que tu nous dis donc, pour résumer, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas la nature du contrat aujourd'hui qui est en cause, c'est bien une politique dans la fonction publique de ne pas recruter. Donc dans la santé, on le mesure bien et tu en montres toutes les conséquences, y compris sur la santé des salariés, sur les conséquences aussi sur les usagers et la grève dans les EHPAD qui a été une forte mobilisation et on espère encore demain, montre aussi que les personnes âgées sont maltraitées et que ce n'est pas le fait des salariés. Et que ce que tu nous dis, c'est très intéressant, c'est que c'est pas parce que tu seras non titulaire que le gouvernement fera le choix de davantage recruter, parce que c'est des sources d'économie très certainement qu'ils font dans la fonction publique. Peut-être vous pouvez aussi compléter, parce que c'est aussi l'intérêt de notre échange ce soir, c'est que chacun puisse aussi rebondir sur... Juste un mot là-dessus, le gouvernement il travaille sur les deux aspects, c'est-à-dire qu'il travaille sur l'aspect quantitatif, donc il cherche à réaliser des économies budgétaires considérables. Je rappelle, le but du gouvernement c'est de baisser, si j'ai bonne mémoire, de 60 milliards la dépense publique entre le début du quinquennat et la fin du quinquennat, donc on est vraiment sur des masses financières extrêmement importantes. Donc ça veut dire notamment qu'il va falloir couper en particulier dans l'emploi, parce que sinon on ne peut pas baisser de manière aussi importante la dépense publique. Donc il y a clairement un objectif quantitatif, donc baisser le nombre d'emplois dans la fonction publique. Le gouvernement il travaille aussi sur l'aspect qualitatif de la nature de l'emploi, puisque là on le savait déjà, mais là c'est vraiment confirmé, en particulier ces tout derniers jours, de manière extrêmement précise. Le gouvernement il a l'intention de nous amener, et là-dessus il souhaite qu'il y ait co-construction, le gouvernement veut nous amener donc à identifier des secteurs pour lesquels le recrutement statutaire ne serait plus la règle. Et donc des secteurs de la fonction publique pour lesquels maintenant on recruterait par définition et par principe des contractuels, et donc des secteurs sur lesquels on arrêterait de recruter des fonctionnaires. Ce qui nous amène à reposer la question centrale de l'importance des garanties statutaires, avec l'idée que s'il y a un statut de la fonction publique dans ce pays, c'est parce que c'est la condition pour garantir un service public rendu de manière égalitaire, pérenne, protégé des pressions partisanes, à l'abri des intérêts financiers, des intérêts particuliers, et que la nature de l'emploi elle est extrêmement importante par rapport à la nature du service public. D'accord. Alors, peut-être pouvons-nous aussi poursuivre notre échange sur une autre thématique. J'en profite puisque tu as rebondi sur la question de l'emploi. Baptiste, dans les projets du gouvernement là, qui vont être soumis à discussion, alors on verra ce que va faire la CGT par rapport à ça.
le gouvernement veut donner aux employeurs toute latitude pour décider des avancements des salariés ou des promotions au motif qu'ils connaîtraient bien mieux la valeur professionnelle des agents. Donc les commissions administratives paritaires que nous connaissons bien dans la fonction publique n'auraient plus à examiner que, c'est indiqué de cette façon, les décisions qui auraient un impact négatif sur la carrière. Donc, une question, ne penses-tu pas que cette proposition c'est retirer l'intérêt de la gestion des intérêts collectifs des agents et puis, pour le coup, toutes les instances, que ce soit CAP, les comités techniques ou les CHSCT, quel danger toutes ces instances courent avec ces nouvelles propositions? Bon, il y a un tas de choses à dire sur le sujet, je vais aussi laisser mes camarades s'exprimer sur tout ça. Bon, la première chose, c'est de dire qu'il y a des discussions aujourd'hui, ou va y avoir des discussions avec le gouvernement, c'est quand même un bien grand mot, parce qu'en fait aujourd'hui le gouvernement nous a mis entre les mains une feuille de route sur un certain nombre de chantiers qu'il compte ouvrir, sauf qu'on connaît les sujets, le calendrier est déjà très largement défini, il est extrêmement resserré, et on connaît non seulement les sujets, mais on connaît déjà les réponses sur lesquelles le gouvernement veut aboutir. Et donc en gros, il y a quelques aspects sur lesquels on va pouvoir discuter à la marge sur la manière dont les choses vont être mises en œuvre, mais voilà, le point d'arrivée des discussions, il est déjà très largement connu, ce qui est quand même une situation relativement inédite. Je ne dis pas par là que d'habitude et par le passé, quand on discute dans la fonction publique, on nous laisse nécessairement une très grande latitude et que voilà, tout ce qu'on a à dire est entendu, etc. Mais là vraiment, tout est déjà très largement ficelé d'avance, donc voilà, se pose très clairement la question de la manière dont nous on participera ou pas à ces discussions. Donc au-delà de ça, il y a deux grandes questions et deux grandes pistes mises en avant par le gouvernement. La première, c'est considérer que dorénavant les CAP ne seraient plus qu'une instance de recours, que la décision sera prise par les employeurs concernant les agents, donc il n'y aura plus de discussion en amont avec les représentants des personnels dans le cadre des CAP, il n'y aura plus de discussion sur les décisions qui vont être prises, donc la CAP est quand même très largement vidée de son sens, et donc ça veut dire quand même, le sens qu'on peut y porter sur le fond, le sens profond, c'est que on revient à une relation très individualisée entre l'agent et l'employeur, avec un rôle des organisations syndicales et donc une capacité collective d'agir que le gouvernement veut réduire à sa portion congrue. Il y a donc par ailleurs la fusion annoncée des comités techniques et des CHSCT qui va en particulier conduire à supprimer les CHSCT. Donc ça c'est quand même un sujet extrêmement important sur lequel d'ailleurs, à ce stade en tout cas, l'ensemble des syndicats, en tout cas la quasi-totalité des syndicats sont très remontés, ça a été redit à une réunion hier, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on appelle les personnels à agir et à s'emparer de ce sujet-là, parce que donc demain, il y a un risque qu'il n'y ait plus d'instance dédiée au traitement des questions de conditions de travail et de santé, donc ce sera vraiment un recul absolument considérable. Et donc au-delà de tout ça, ce que l'on sait par ailleurs, c'est que donc l'objectif, c'est qu'en gros demain, ça soit quelques élus, enfin en tout cas un nombre beaucoup plus réduit d'élus, représentants des personnels qui soient chargés de l'ensemble de ces missions, et donc ça veut dire aussi qu'il y a un volume des droits syndicaux qui va être très largement réduit. Et donc ça, nous, on n'en parle pas pour dire il faut que les syndicats conservent l'ensemble de leurs droits, etc. La vraie question, c'est que demain, les personnels auront des moyens d'agir sur ce qu'ils vivent qui seront très largement réduits, et on va réduire leur capacité collective de faire face à ce que les employeurs veulent nous imposer dans un contexte dont on sait déjà qu'il va être très difficile. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va en prendre plein la tête, si vous me passez l'expression, et là, le pouvoir est en train de réduire notre capacité demain à faire face à ces bouleversements profonds. Donc effectivement, la situation, elle est grave. Oui, surtout les CHSCT, tu parlais tout à l'heure de souffrance et de suicide, dans la fonction publique, les policiers qui se suicident, les CHSCT, on voit bien l'importance considérable qu'ils ont et de pouvoir, et c'est pas anodin de les supprimer, évidemment les lois Macron ont commencé, mais dans le privé, mais donc d'aller au-delà de la fonction publique. Enfin, moi, je crois véritablement qu'il faut dire clairement que ce qui est en jeu là actuellement, c'est une remise en cause d'un des socles fondateurs du statut général, c'est-à-dire, y compris les CAP, Baptiste l'a dit, je ne vais pas épiloguer, mais enfin, il faut quand même mesurer de quoi on parle. On est en train de faire des CAP, des espèces de coquilles vides qui seront uniquement des instances, effectivement, qui n'auront à se prononcer que sur des cas conflictuels. Donc je crois vraiment qu'il faut qu'on dise qu'on a là une attaque absolument sans précédent sur ce qui était, depuis 1946 et renouvelé en 1983, un des socles fondateurs
de comment effectivement la gestion collective d'un certain nombre d'enjeux, l'organisation du travail, les conditions de travail d'une part et les carrières des agents, étaient organisées dans la France publique. Je crois vraiment qu'on a là, je veux insister là-dessus parce que je crois qu'il faut qu'on mesure qu'on est face à des attaques qui, par leur globalité, leur cohérence d'ailleurs, mais aussi par la vigueur qu'elles ont, si j'ose dire, sont véritablement des choses qui cherchent à saper le statut général. J'observe par exemple sur la CHSCT que, alors même que la CGT a fait des propositions que je crois très importantes, y compris sur le rôle que devraient jouer les CHSCT, sur les discriminations professionnelles, les inégalités entre les femmes et les hommes, voire des instances qui auraient à pouvoir apporter des réponses importantes aux atteintes sexistes ou sexuelles dans les services, etc., et que le gouvernement fait de cette cause, nous dit-il, une cause nationale, il y a quand même au minimum un très grand paradoxe à aujourd'hui envisager de supprimer une instance qui est par nature le creuset par lequel on pourrait essayer d'apporter des réponses à ces atteintes graves, à la condition des femmes, aux droits des femmes, etc. Donc moi, vraiment, j'insiste, je crois qu'il faut qu'on fasse toucher du doigt au personnel qu'on a là quelque chose de très grave qui se prépare. Oui, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Alors, puisque tu viens de terminer ton propos par rapport à ça, je vais me permettre de poursuivre avec toi, Jean-Marc, puisque le gouvernement, sur la question de la rémunération, là aussi porte des attaques très très fortes, puisqu'ils entendent vouloir distinguer ce qui relève de la sécurisation du pouvoir d'achat, hein, c'est indiqué comme ça dans le rapport du gouvernement, de la performance individuelle qui constituera l'autre partie de la rémunération. Les managers, là aussi c'est leur terme, hein, dans leur rapport, ainsi nommés, donc dans leurs documents, auront toute latitude pour décider de la rémunération au mérite. Alors, évidemment, quels sont les dangers de cette proposition, même si on les sent arriver, mais quels sont les dangers véritables, puisqu'on sait aussi que bien souvent les salariés au départ peuvent être séduits par ce genre de choses. Hein. Nos collègues parfois disent bah oui, mais après tout, moi je travaille, l'autre un peu moins. Enfin bon, ils ne sont pas idiots, hein. Ils y vont aussi par ce genre d'arguments, nos employeurs. Et donc, comment démontrer que c'est pas du tout comme ça que ça va se terminer et que ça ne fera que de diviser? Et quelles sont les propositions de la CGT sur cette question? Alors je crois d'abord qu'il faut observer, tu as raison de le dire, je crois qu'il ne faut pas se garder l'idée que par nature, tous les personnels seraient opposés à ce qui s'appelle le mérite. On a toujours tendance à considérer d'ailleurs que soit un est méritant et que le collègue éventuellement l'est pas. Mais je crois que cette situation elle est aggravée par le fait qu'on est depuis des années dans une baisse énorme du pouvoir d'achat, en particulier par le gel de la valeur du point d'indice. Je crois que ça, évidemment, ça génère d'autant plus ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'essayer de trouver par tous les moyens ce qui permet d'augmenter son pouvoir d'achat, d'être reconnu, etc. Et je veux dire ça parce que je crois que là, on a aussi une attaque qui, me semble-t-il, est à la fois une attaque quantitative, mais aussi qualitative. Je crois que le gouvernement, là, ce qu'il essaie de faire, c'est ce que les gouvernements précédents ne sont pas arrivés à faire, c'est de faire que la valeur du point ne soit plus qu'un élément, à la limite, subalterne de l'évolution salariale des agents. Je crois qu'il faut bien insister là-dessus parce que je crois là aussi qu'on a une attaque vraiment frontale sur ce qui fait la nature du statut général et du système original de rémunération et de carrière de notre fonction publique. Alors ensuite, les dangers, je crois qu'ils sont énormes, énormes. Moi, je crois véritablement qu'on a là, véritablement, si on accroît cette partie de salaire au mérite, d'abord une ouverture énorme sur le mérite, personne ne sait ce que c'est. Au fond, donc on est sur quelque chose dont on voit bien que ça va être des ouvertures clientélistes, arbitraires, discriminatoires, il n'y aura aucune transparence, tous les éléments le montrent. Deuxièmement, des études ont été faites, y compris pour la fonction publique, pas par la CGT, historiquement, des études qui montrent que lorsqu'on met des objectifs ou des salaires au mérite, on va avoir toujours tendance, les salariés, à aller sur ce qui est quantifiable, c'est-à-dire des choses éventuellement numériquement, enfin des choses qu'on peut mesurer comme ça. Or, par nature, le service public, l'intérêt général, ça ne se mesure pas forcément à l'éducation nationale, sur le nombre de baccalauréats qu'on a réussi à faire passer, le nombre d'opérations qu'on aura à l'hôpital public, etc. Je crois qu'il faut qu'on dise aussi que l'intérêt général, le progrès social, le service de la population, ce n'est pas des choses comme ça quantifiables mathématiquement, des performances individuelles dont on ne sait pas très bien sur quoi elles reposent. Enfin, dernier aspect, et pas des moindres, on ne cesse depuis des années de nous rebattre les oreilles sur l'indispensable mobilité des agents dans la fonction publique. La CGT, d'ailleurs, elle a des propositions réelles là-dessus, sur la mobilité choisie. J'insiste là-dessus, des personnels, etc. Moi, j'observe une chose, c'est que on voit bien que cette part de salaire au mérite, qui sera sur des
comment dirais-je, des accessoires de la rémunération, ils vont aggraver le fait qu'il y ait des administrations qui, entre guillemets, vont avoir les moyens de servir de la rémunération au mérite de manière extrêmement forte, et d'autres qui n'auront pas les moyens. Ce n'est pas les chiffres de la CGT. On sait par exemple qu'à peu près une collectivité territoriale sur 2 ne peut pas servir de régime militaire au-delà du cadre légal. Donc qu'est-ce qui va se passer demain? On va avoir forcément des administrations qui, encore une fois, auront les moyens de payer, entre guillemets, avec des enveloppes assez larges, ce salaire dit au mérite, cependant que d'autres ne pourront pas. Et qu'est-ce qui va forcément générer? C'est qu'on aura les personnels qui seront, entre guillemets, mais elles sont riches, excusez-moi, c'est pas le terme qu'ils font payer, je caricature pour faire comprendre, évidemment, y compris s'ils ont le sens de l'intérêt général, ils vont avoir des hésitations à aller dans tel ou tel endroit où ils vont savoir que mathématiquement, ils vont perdre 15 à 20% de pouvoir d'achat. Et donc, on va creuser là des statifications, enfin, on va ossifier des situations, empêcher des véritables mobilités dans le sens de l'intérêt général et creuser des fossés irrésorbables entre, encore une fois, les collectivités, les administrations, les établissements publics qui auront un peu de moyens pour servir des parts de salaire entre guillemets au mérite et d'autres qui ne le pourront pas. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne la mesure, là aussi, me semble-t-il, de ce qui est en jeu et ce qui, derrière, pourrait être un truc que les personnels pourraient, dans un premier temps, trouver comme alléchant, les véritables dangers que ça recouvre. Et juste un mot, la CGT, elle n'est pas muette là-dessus, elle a des propositions. La CGT, elle ne dit pas que l'agent X et l'agent Y, au bout de 30 ans, ils sont forcément au même niveau, etc. Mais la CGT, elle dit il faut revenir à une conception moderne et contemporaine du reconnaissance de la manière de service public dans le déroulement de carrière. Là, il y a des pistes à creuser, là, il y a des choses qu'on peut voir, avec des choses objectives, etc. Mais surtout pas par le biais qu'aujourd'hui entreprend le gouvernement. Je pense qu'il faut là-dessus essayer d'imager un peu les choses. D'abord dire que tout ça n'est pas nouveau. Il y a déjà ces dernières années un développement de la part individualisée de la rémunération. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que globalement, ça n'a pas permis de bien reconnaître le mérite des personnels, leur manière de servir, leur implication dans le travail. Ça n'a pas globalement amélioré la situation salariale des personnels de la fonction publique. Deux, on alerte nos collègues sur l'idée quand même que ce qui peut être accordé un jour peut être retiré le lendemain. Donc on peut à un moment, parce qu'on est dans une situation X, qu'on a un chef de service avec qui les choses se passent à peu près bien, dans une collectivité où les choses se passent à peu près bien, on va pouvoir éventuellement bénéficier de davantage de rémunération, mais parce que la part est individualisée et que donc elle est aléatoire, elle pourra être remise en cause le lendemain. Par rapport à ce que disait Jean-Marc sur la question des missions quantifiables, il faut effectivement essayer de réfléchir un peu mission par mission sur ce que ça pourrait donner. On peut par exemple imaginer dans les écoles ou dans le système éducatif que ça peut conduire les enseignants quand même à se concentrer sur les meilleurs élèves parce que ça va permettre de tirer les résultats vers le haut et ça va se faire au détriment des moins bons élèves. On peut imaginer, je dis n'importe quoi, mais c'est quand même des questions concrètes qui vont se poser à un moment. Pour les travailleurs sociaux, qu'on va leur demander, enfin qu'on va les conduire plutôt à se préoccuper dans leur public, des publics qui sont en fait les moins en difficulté parce qu'ils vont pouvoir démontrer que ceux-là, ils ont réussi à les sortir de la précarité, qu'ils ont réussi à les amener à l'insertion professionnelle, ça se fera forcément au détriment d'une partie du public qu'ils ont en charge. Donc tout ça induit vraiment une mécanique assez dangereuse. Et dernier élément, on nous dit qu'on va mettre en place ce système tout en nous disant que globalement, la masse salariale va être gelée, voire qu'elle va baisser. Et donc ce qu'on est en fait en train de nous dire, c'est que le gâteau existant va être réparti de manière différente, et nous ce qu'on dit c'est qu'il va être réparti de manière extrêmement dangereuse, c'est-à-dire de manière arbitraire, avec des risques évidents de favoritisme, de clientélisme, etc. Moi je n'ose imaginer si les choses continuaient dans ce sens-là, comment par exemple vont être définis les critères et comment ça va se passer dans les mairies Front National. Voilà, je ne veux pas l'imaginer, et moi j'ai pas envie que ça se déroule. Voilà. Moi j'ajouterais vraiment que ça va être en concurrence les salariés, c'est-à-dire qu'effectivement, avec tout ce qu'on est en train de se dire, et notamment Jean-Marc sur l'idée de comment on va transposer cette fameuse prime au mérite, salaire au mérite, parce qu'on a toujours plusieurs terminologies autour, c'est aussi se dire que tout ce qui n'est pas quantifiable, et nos métiers, dans les différents versants, sont souvent pas quantifiables. C'est-à-dire la relation humaine qu'on a avec l'usager, tous ces services qu'on procure, n'est pas quantifiable. Donc le risque potentiel, c'est justement d'en faire des agents méritants qui ne sont que dans des tâches qu'on peut quantifier et qui oublieront toute la dimension relationnelle qu'on a à avoir avec l'usager, avec nos patients ou avec les différents usagers qu'on a en charge. C'est un réel problème
ça nous met dans une dimension, oui, qu'on peut retrouver dans les entreprises du privé. On se retrouve face à un client et puis à un usager. Il y a aussi derrière ces connotations. Oui, donc à vous entendre, toutes ces propositions, c'est pas évidemment surprenant de notre part. L'analyse que la CGT en fait, c'est que c'est la dégradation inquiétante et catastrophique du service public que nous rendons et des conditions de travail des salariés. C'est la division entre les personnels, c'est la mise en concurrence, c'est quand même aussi continuer à entretenir l'idée qu'en gros, il y a quand même beaucoup de feignants chez les fonctionnaires, il y en a quand même beaucoup qui tirent au flanc et qui ne font pas grand-chose. Et là-dessus, on rappelle quand même la journée de carence participe de la même philosophie de culpabilisation, de division et de dégradation de l'image du service public. Parce que il y a aussi derrière tout ça, toute cette campagne très bien organisée politiquement, avec aussi par le biais des médias dominants, qui vise à dégrader l'image du service public, parce que le but c'est quand même de liquider, ou en tout cas d'attaquer très frontalement la fonction publique. On rappellera quand même qu'il y a dans le statut des mécanismes qui permettent, quand il y a un agent défaillant, parce qu'il y a effectivement une petite minorité d'agents qui peuvent être défaillants, il y a des mécanismes qui permettent de traiter ces situations-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a ces situations-là qu'il faut jeter l'opprobre sur la très grande majorité des fonctionnaires qui font leur travail dans des conditions très difficiles et qui le font avec dévouement et avec conviction. On le voit quand il y a des catastrophes, soit naturelles, soit des attentats. Alors là, évidemment, quand les pompiers, la police, les personnels soignants sont mobilisés... c'est-à-dire que là, les fonctionnaires, on a un discours pendant quelques jours où on encense les fonctionnaires, le service public, mais ça ne dure que quelques jours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les fonctionnaires doivent être... c'est juste la lumière qui va se rallumer. Toute l'année, tout encensé pour le travail qu'ils font et pas que quand il y a des situations bien sûr. Et donc, dans cette situation-là, je vous le disais en introduction, il y a des mouvements, il y a eu... j'insiste un peu sur les EHPAD parce que c'est vrai que c'est pas un endroit où il y a une histoire de lutte et ces grèves ont été parfois d'une heure, mais ont été très fortes et très importantes. Donc demain, les EHPAD, les retraités, qui eux aussi sont très attaqués par le gouvernement, le 22. Le 22, c'est une journée où il y a une convergence, particulièrement des services publics, justement, pour défendre ce que vous venez de nous dire dans l'esprit. Et comment nous, on mobilise dans nos secteurs divers, donc la santé, la fonction publique territoriale, l'État, on en est où et pourquoi faut-il absolument et impérativement montrer que ça ne doit pas passer, tous ces projets? Parce que je crois qu'objectivement, encore une fois, on est face... moi, j'aime pas me payer le mot, et j'étais de ceux qui suis toujours réservé quand j'ai entendu des intéressants, mes camarades HTD parfois dire on est face à une attaque sans précédent, le démantèlement, etc. Là, je crois qu'objectivement, s'agissant de la fonction publique, on a la convergence de tout ce qui se passe depuis maintenant un peu moins d'un an, et ce qui pourra encore tomber d'ailleurs, montre qu'on est vraiment, je pense, dans une attaque sans précédent sur le socle progressiste conduit à construire la libération et renouvelé au début des années 80. Donc je pense qu'il faut absolument se mobiliser pour empêcher ça. D'abord, évidemment, pour les agents, c'est le job, mais aussi il faut redire que la CGT, elle pense la fonction publique, elle pense le statut général avant tout comme une garantie pour les citoyens. Moi, je veux insister là-dessus parce que notre CGT, elle n'est pas sur une CGT qui se défend pour des privilèges, elle défend le statut parce qu'elle sait que le statut, c'est la véritable garantie du citoyen, d'un agent neutre, impartial, d'une égalité de traitement de citoyens, etc. Et que, contrairement à ce dont on nous rebat les oreilles, ça, c'est un projet moderne et contemporain. Parce qu'au fond, ceux qui sont là, ils ne redisent rien d'autre, sauf qu'ils le mettent avec une grande vigueur dans leur assaut, que ce que disait le rapport Longuet en 79, les choses avaient déjà été dites par les libéraux. Là, c'est la nature de l'attaque, la façon dont elle est posée. Donc je crois qu'il faut se mobiliser, non seulement pour arrêter les coups qui risqueraient de tomber, qui tombent déjà et qui seraient de tomber, mais aussi, j'insiste là-dessus, la CGT est porteuse de nombreuses propositions. On va d'ailleurs y retravailler encore, les actualiser. Et je crois qu'il faut qu'on montre que la CGT, ce n'est pas un syndicat dinosaure, c'est un syndicat qui fait des propositions parce que, bien entendu, la fonction publique, nous y croyons, elle a besoin de s'adapter aux enjeux contemporains. Et la CGT n'est pas pour un âge d'or fossilisé, elle va faire des propositions. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse toucher du doigt et aux salariés et aux citoyens que non seulement il faut s'opposer à ce qui est actuellement en cours, mais aussi qu'il faut se mobiliser pour obtenir des avancées et pour les salariés
et pour les citoyens. Je crois que c'est vraiment indispensable. Et puis, dernier point sur ce que je voulais insister, tu as raison de dire, des luttes, il y en a. Il y a eu la journée des EHPAD extrêmement forte, quasiment historique, il n'y a pas très longtemps. On espère que demain, ça sera d'un niveau équivalent, voire supérieur. Il y a eu, moi je parle du versant de l'État, il y a eu une lutte extrêmement forte des personnels pénitentiaires, et où la CGT a porté une autre voix, d'ailleurs pas la voix du tout sécuritaire, mais une voix y compris d'une autre politique carcérale, etc. Mais elle a lutté que ça. On voit bien quand même que toutes ces luttes actuellement, parfois fortes, déterminées, justes, légitimes, n'arrivent pas à obtenir satisfaction. Pourquoi? Parce que je crois qu'on voit bien que le gouvernement se dit, si je cède sur des questions d'emploi, si je cède sur des questions de rémunération de base, si je cède sur des reconnaissances de qualification, etc., j'ouvre la porte à ce que les gens s'engouffrent dedans. Et donc je crois que notre rôle de CGT, c'est ce que nous faisons pour le 22 mars, et c'est pourquoi moi j'appelle à la plus grande mobilisation possible le 22 mars, c'est de montrer qu'on a besoin de faire converger nos luttes parce qu'elles sont légitimes et parce qu'elles ont besoin de se regrouper. Au fond, il faut que nous montrions que les salariés qui se mobilisent dans telle collectivité territoriale, ceux qui sont dans l'hôpital à côté, ceux qui sont dans telle administration de l'État, leurs luttes, elles ne sont pas étanches entre elles. Leurs luttes, elles participent du même mouvement, des mêmes exigences. Il faut qu'on fasse toucher du doigt, c'est qu'en se regroupant et en leur donnant un sens partagé, qu'elles pourront aboutir. Tu peux Je t'en prie, j'ai vu que tu prenais ta respiration. Donc deux, trois points, il y aurait là aussi un tas de trucs à dire. D'abord, il faut qu'on ait confiance dans notre capacité à faire bouger les choses. Je dis ça parce que, Jean-Marc l'a dit, il y a beaucoup de luttes qui sont menées de manière sectorielle et locale. Toutes ces luttes n'aboutissent pas, mais il y en a quand même beaucoup qui aboutissent et qui aboutissent à des résultats, à empêcher un certain nombre de régressions et aussi à gagner des choses. La deuxième chose à retenir d'ailleurs sur ces luttes, c'est que bien souvent elles sont à caractère très largement unitaire. Et nous, à la CGT, alors on a un tas de divergences avec un certain nombre de camarades d'autres organisations syndicales, mais pour autant aujourd'hui, nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très large unité syndicale dans la fonction publique sur des sujets fondamentaux, et nous on se félicite du fait que sur ces sujets fondamentaux, eh bien, il y a un front syndical très large, parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement syndical qui est rassemblé sur un certain nombre de questions fondamentales. Donc ça, c'est aussi de nature à réussir la bataille. D'ailleurs, on est unis pour le 22 mars, mais d'ores et déjà, l'ensemble des syndicats de l'intersyndicale disent qu'au-delà du 22 mars, il faudra continuer et que d'ores et déjà, il faut commencer à mettre en débat les suites. Et on a d'ailleurs déjà prévu de se revoir rapidement après le 22 mars pour envisager la suite, parce que voilà, on n'est pas naïf, on a bien conscience du fait que... moi, je pense que le 22 mars sera réussi, mais je pense que, aussi réussi soit-il, il faudra de toute façon qu'il y ait de nouvelles étapes. Et donc il faut vraiment qu'on se mette dans cette construction. L'autre aspect intéressant sur le 22, c'est évidemment la convergence avec nos camarades cheminots. On peut se féliciter du fait qu'en particulier à Paris, on va avoir un moment symbolique très fort de convergence de la manifestation nationale des cheminots et de la manifestation régionale de la fonction publique. Ça traduit à la fois le fait qu'il faut que chaque secteur professionnel puisse exprimer ce qu'il a exprimé, et donc c'est important qu'il y ait ces deux mobilisations, mais c'est tout aussi important qu'il y ait cette jonction qui n'est pas que symbolique, elle a une signification politique forte, c'est-à-dire qu'elle démontre le fait qu'on a affaire dans la fonction publique, à la SNCF et par ailleurs dans l'ensemble du monde du travail, affaire à la même logique de destruction des garanties collectives et de tout ce qu'on a construit. Et donc voilà, c'est aussi à la fois en construisant dans chaque secteur, mais aussi en faisant en sorte que ça converge, qu'on va réussir, si on travaille comme il faut et si on est persévérant, et si on est rassembleur, qu'on va réussir à faire reculer ce gouvernement. Et oui, et tu parlais tout à l'heure, Jean-Marc, tu disais, on a des propositions, et c'est aussi le sens de la démarche qu'a faite hier Philippe Martinez en déposant les propositions pour le rail, parce que justement, pour répondre à tous nos détracteurs, de dire on n'est pas sans rien, parce que c'est ce qu'ils disent, hein, nous on est les partisans du non, du refus, le front du refus, mais c'est important aussi de montrer qu'on travaille, quel que soit le sujet, qu'on a des propositions à faire. Et sur l'unité d'action, c'est vrai que tu viens d'appuyer, c'est vrai que nos collègues, bien souvent, sont demandeurs de ça, sont en attente, et on le mesure. Lorsqu'il y a une unité d'action syndicale, c'est plus porteur, ça montre davantage qu'il y a des choses à gagner et à revendiquer. Donc la CGT, il prend toute sa part et est toujours à l'initiative de démarches intersyndicales. C'est notre... contrairement là aussi à ce que disent nos détracteurs sur le fait que la CGT serait plutôt tentée d'être toute seule, non, on est toujours à l'initiative de démarches pour ce que tu dis, pour gagner
davantage. Et c'est vrai que tu disais, le 22 mars, ce n'est pas la fin, c'est une étape. Donc, comment vous voyez ça aussi? C'est-à-dire, effectivement, le soir du 22 mars, ils vont peut-être nous attendre au tournant. Donc, le 22 mars doit préparer des suites d'actions, et peut-être avec tu disais, il faut se rassembler, mais aussi peut-être avec les secteurs privés, avec les entreprises. Enfin, voilà, comment on est en capacité aussi de montrer que les passerelles, elles existent aussi avec le privé. On s'est battu contre les lois Macron, on s'est battu contre les lois El Khomri, et pourtant, voilà, c'était peut-être plus le privé qui à ce moment-là était touché, mais nous, fonctionnaires, on a quand même, on s'est mobilisé aussi comme on a pu, mais sur ces réformes-là, qui n'étaient qu'annonciatrices très certainement de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la fonction publique. Enfin, moi, juste un pragmatique, je veux dire, d'abord, l'unité, c'est évidemment un vecteur très important. Je me félicite de l'arc militaire très large et très majoritaire de l'appel au 22 mars. Je n'exclus pas d'ailleurs, on sait déjà que dans un certain nombre de secteurs, les syndicats de l'UNSA, de la CGT, qui n'appellent pas globalement au 22, appellent néanmoins à participer à la journée de grève, etc. À la SNCF, la CFDT, excuse-moi, la CFDT est dans l'intersyndicale. Absolument, mais par exemple, le 22 mars, l'UNSA territoriale appelle dans la politique territoriale à la journée d'action. Nous savons que la CFDT, dans tout le ministère des Finances, appelle aussi à participer au 22 mars. Donc on voit bien qu'il y a, et moi je me félicite de ça, et je pense que le rôle de la CGT, parce que je crois qu'on a un rôle pivot là-dessus véritablement, c'est d'ouvrir les portes, et que là où, si on peut avoir encore plus d'unité, moi je crois qu'il faut surtout ne pas s'en priver, parce que comme tu l'as dit, les salariés, ils aspirent à l'unité, et c'est souvent un gage d'efficacité. Deuxièmement, bien entendu que le 22, il faut le réussir. Pour moi, c'est une étape incontournable, j'emploie le terme étape exprès, mais elle est incontournable, parce qu'il ne faut pas se tromper, le camp d'en face, on voit comme ils sont, et ils nous attendent au tournant. Donc c'est aussi faire la preuve que, effectivement, nous sommes en capacité d'élever le rapport de force, mais comme l'avait dit Baptiste, on n'est pas dupe. On sait bien que le 22, même s'il est très réussi, ça ne suffira pas. Et donc, d'ores et déjà, nous avons pris des dispositions pour effectivement discuter ensemble et avec nos partenaires syndicaux des suites que nous pourrons donner au 22, en surveillant très vite et en tissant tout un certain nombre d'actions. Moi, je n'exclus rien d'ailleurs, je n'exclus rien. Le rendez-vous salarial a été avancé, on vient de nous le dire, au mois de juin, suite aux demandes de toutes les organisations syndicales. Je crois qu'il faut qu'on construise et qu'il ne doit pas y avoir de trêve dans la mobilisation pour faire reculer ce gouvernement. Juste, je voulais juste finir, nous sommes effectivement une force de proposition. La CGT, nos trois organisations ont travaillé il y a quelque temps à des repères revendicatifs communs sur le temps de travail, le salaire, l'emploi, que nous avons déjà mis à disposition. Mais nous allons plus loin, nous sommes en train actuellement de travailler à un contre-projet alternatif sur les missions publiques que nous allons essayer de finaliser pour la mi-avril, pour montrer qu'y compris sur ces enjeux-là, notre CGT, elle va apporter des propositions novatrices, alternatives, et montrer qu'il y a une toute autre voie possible que celle de cette politique malthusienne et des considérations macroéconomiques qui font peser sur les agents de la fonction publique un certain nombre de considérants que nous contestons à juste titre. Et associer par exemple les usagers, enfin, je reviens peut-être sur les EHPAD, mais c'est vrai qu'on l'a vu, les familles se sont un peu associées. À l'hôpital, associer les usagers, sur Villejuif par exemple, il y a eu des mouvements importants à l'hôpital Villejuif, où des usagers ont témoigné du fait qu'ils venaient par exemple pour faire leur chimiothérapie et qu'on leur disait non, ça ne va pas être possible, il faut repartir, il faudra revenir. Enfin bon, et il y a eu tout un travail qui a été fait avec des manifestations liant les personnels, les usagers, des médecins même qui se sont mobilisés sur l'hôpital Je pense Villejuif. que la clé, c'est justement de mobiliser les salariés. C'est vital, hein, c'est important, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire que dans nos mouvements, les derniers mouvements, et notamment les EHPAD, on s'est rendu compte que c'est un mouvement massif, historique, parce que ces salariés de ce secteur se sont mobilisés, alors que ça fait, je pense, des décennies qu'ils ne se sont plus mis en mouvement, mais la réussite aussi du mouvement, c'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui se sont qui ont rejoint cette journée-là et cette mobilisation, comme les usagers par exemple, les familles, mais aussi derrière le corps médical, il y a des médecins qui soutiennent le mouvement, plusieurs associations, les directeurs, voilà, et donc ça prend forcément plus d'ampleur puisque ça agit sur toute la société, ça devient après un débat de société. Je pense que la question aussi du statut de la fonction publique doit devenir un vrai débat aujourd'hui. Jean-Marc l'a dit, aujourd'hui on est attaqué massivement
Je pense qu'il faut aussi qu'on gagne la bataille des idées et auprès de la population et des usagers. Et ça, c'est l'enjeu, je pense, majeur aussi pour les futures mobilisations qui ne doivent pas se résumer qu'aux agents de la fonction publique. Il faut forcément que ça s'étende à d'autres salariés, aussi du privé, parce qu'il y a des convergences à faire, mais aussi derrière la population qui doit aussi, à un moment donné, nous rejoindre pour défendre l'idée, pour nous, que la fonction publique, avec ses missions publiques, c'est un enjeu majeur de société, parce que derrière, on n'a peut-être pas bien précisé aujourd'hui, ces missions publiques, si elles disparaissent, c'est la population qui devra en prendre sa charge, et à ses frais. Ça veut dire concrètement, on devra chacun, les uns et les autres, payer de notre poche pour avoir aujourd'hui une émission qui sont gratuites, de proximité, voilà. Et l'accès aujourd'hui qui risque d'être réduit de plus en plus. Et on n'a pas parlé, c'est vrai, sur la dimension qui, moi, me semble importante, c'est que la fonction publique doit être accessible, elle doit être dans la proximité, et là, la proximité, elle est mise à mal depuis, depuis déjà pas mal de temps, et surtout aussi l'accès à tous de manière égalitaire sur le territoire. Si on observe dans notre versant, mais on peut le regarder sur les autres versants de la fonction publique, aujourd'hui, selon où on habite, on n'a pas les mêmes chances d'être soigné dans les bonnes conditions. C'est aussi quelque chose qui nous semble important et qui n'est aujourd'hui plus respecté et qui devrait pourtant être aussi par les gouvernements qui sont en place, et surtout en l'occurrence ce gouvernement, être une des conditions pour traiter de manière égalitaire la population. Ce qui n'est pas le cas. Et on nous dit bien souvent, oui, mais si l'on prend en Europe les autres pays, l'Allemagne, etc., on voit bien que si on se penche un peu sur la question, c'est pas du tout si évident que cela, et que en Allemagne ou dans d'autres pays européens, il y a là aussi un service public qui existe, et ça n'est pas non plus tout pour le privé forcément, et en tout cas, on peut aussi là, avoir des convergences au niveau européen pour défendre ce que le service public doit pouvoir apporter aux populations. Et sur la question des déficits, puisque par exemple la SNCF il disait qu'il y avait 50 milliards de déficit et qu'il fallait privatiser, si on prend l'exemple SFR, je ne sais plus quel groupe qui gère SFR, donc c'est privé et c'est le même montant, c'est 50 milliards de déficit. Donc on voit bien que c'est une guerre idéologique qui nous est menée sur la question du service public. On voit bien que c'est l'individualisation du rapport au travail, c'est du rapport aux besoins. Si tu as besoin de faire garder ton enfant, tu n'as qu'à te le payer. Et puis, c'est pas, tout le reste n'est qu'habillage, et tout le reste n'est qu'un argument financier qui, tout compte fait, est vite démontable, je pense. Si on laisse faire Macron, c'est sûr que la France de 2017, qui était déjà pas en très très bonne santé, ne sera pas la France de 2022. C'est-à-dire que les choses vont vraiment s'aggraver, et on a déjà un peu partout, dans un certain nombre de pays d'Europe, on a déjà le résultat de ce que pourrait devenir la France en 2022. Je disais récemment dans un papier là, que dans un certain nombre de régions anglaises, et le lien est fait avec les politiques d'austérité, l'espérance de vie recule. Donc, si on continue comme ça à saccager le service public et tous les systèmes de solidarité, notamment en matière de santé, on va y compris arriver à des phénomènes de recul de l'espérance de vie. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on observe aussi maintenant aux États-Unis, où pourtant la part de la richesse nationale consacrée au système de santé est bien plus importante que la part de la richesse nationale consacrée au système de santé en France. Et ça, c'est précisément parce que là-bas, il y a une gestion privée très coûteuse, très inégalitaire. Et donc voilà, il y a un écart de 5 points de PIB entre la France et les États-Unis. Donc il y a des masses financières, une part de la richesse nationale aux États-Unis beaucoup plus importante pour les dépenses de santé, mais avec des résultats qui sont catastrophiques parce que c'est un système inégalitaire et privé. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire peser ces éléments-là. Il y a un autre truc moi, que je voulais souligner, c'est que c'est pas certain, évidemment, que la majorité des fonctionnaires seront dans la rue le 22, encore qu'il n'est pas trop tard, et que c'est possible aussi et qu'il faut qu'on y travaille. Moi, ce dont j'ai par contre la conviction, c'est que l'écrasante majorité des fonctionnaires sont persuadés du fait que toutes les évolutions qui sont engagées aujourd'hui sont des évolutions néfastes. Moi, je ne crois pas qu'il y ait, à part une infime minorité de la petite caste de super managers qui nous disent qu'il faut tout changer, qu'il faut tout péter, qu'il faut tout assouplir, alors qu'eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas grand-chose à craindre
des réformes à venir, la très grande majorité, l'écrasante majorité des fonctionnaires sont convaincus du fait que tout ça n'est pas bon. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à transformer cette appréciation négative en volonté de se battre et de faire changer les choses. Oui, c'est ça. Je voudrais juste ajouter un truc, parce que c'est un des aspects où il faut qu'on mène la lutte. Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui consiste au fond à nous dire aussi, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement, la dette publique, le déficit, etc. Moi, je crois qu'il faut là-dessus ne pas céder en rien aux sirènes du libéralisme, à ce qu'on présente comme une vérité inéluctable qui ne résiste pas, en fait, à l'analyse des chiffres. Bon, Baptiste a déjà cité un exemple intéressant, la santé aux États-Unis et en France, etc. Mais je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de vérités. D'abord, la France, elle a un nombre d'emplois publics qui est dans la moyenne haute des pays développés, mais elle n'est pas au taquet. Donc elle est dans un truc tout à fait raisonnable. Et je crois, moi, qu'il faut redire que le vrai débat sur le niveau de l'emploi public, c'est par rapport aux missions publiques qu'on veut confier compte tenu de l'intérêt général de la population. Et ce débat, la CGT, elle est prête à l'assumer et à l'affronter. Deux, je vais juste donner quelques exemples. On nous dit actuellement, donc, par exemple, on fait des fonctionnaires une part d'ajustement macroéconomique en disant il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Non, parce qu'on a besoin de réduire la dette publique. Moi, je veux juste observer que sur les 20 dernières années, la part de l'ensemble des salaires, des primes et des retraites versées à tous les ayants droit de la fonction publique a reculé d'à peu près un demi-point de PIB. Dans le même temps, je dis bien dans le même temps, c'est-à-dire les 20 dernières années, la part des aides accordées aux entreprises sur le budget de l'État a grimpé de plus de 2 points de PIB et la plus haute du niveau européen, il faut quand même le savoir. Ce qui a augmenté, ce qui aujourd'hui fait la particularité de la France, c'est pas son niveau de rémunération des agents informatiques, c'est la part des aides que le budget de l'État verse aux entreprises. Encore une fois, on a gagné, de ce point de vue-là, il y a eu plus de 2 points d'accroissement de PIB. Quand on parle de 2 points de PIB, je rappelle que ça fait environ 40 milliards d'euros, ce dont on parle, etc. Et donc moi, je vais insister là-dessus, parce que quel est le résultat? Le résultat, c'est, on le voit bien, est-ce que la part du chômage a reculé en France sur les 20 dernières années parce que les entreprises... Absolument pas. Quand on donne de l'argent aux entreprises, malheureusement, on le voit, la France est aussi le pays d'Europe, champion des versements de dividendes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que font les entreprises, ce n'est pas d'embaucher, ce n'est pas de mieux payer les salariés, c'est de consacrer la part des profits qu'elles ont grâce aux aides de l'État à renchérir encore ceux qui sont déjà des nababs, des dividendes, etc. Donc je crois qu'il faut absolument que la CGT on dise, ce sont des choix politiques et des politiques alternatives peuvent absolument être assumées, elles sont justes, mais elles sont crédibles économiquement. Juste, je finis juste sur un exemple, on a connu un conflit exemplaire dans l'administration pénitentiaire, je l'ai dit, et le gouvernement a dit, je mets à la fin 30 millions d'euros sur plusieurs années sur la table, je ne peux pas mettre un centime de plus, c'est un effort considérable que je fais, etc. Là, dans le même temps-là, le gouvernement nous dit sur le plan de départ volontaire, il est prêt à mettre 700 millions d'euros, 700 millions d'euros pour une mesure que personne ne demande, là pour le coup, sur la table, etc., c'est-à-dire plus de 20 fois plus ce qu'il a mis à la juste litre des personnels pénitentiaires qui réclamaient aussi des mesures plus dignes pour la population qui vit actuellement dans des conditions hallucinantes dans les prisons. Voilà, je crois que ces éléments-là, ça montre qu'on est en phase de choix politiques, qu'on peut faire autrement. Il faut que nous, on fasse sauter cette chape de plomb sur ce qu'on nous dit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Absolument oui, la dette publique, c'est aussi des choix politiques et on peut conduire une autre politique en France. C'est pour ça que je parlais de choix idéologiques, parce que je pense qu'ils sont très décomplexés. Enfin, le président des riches, voilà, c'est devenu maintenant quelque chose de très... tout le monde le dit, c'est le président des riches. Et ils sont assez décomplexés pour mener cette politique-là. Après, c'est peut-être aussi des apprentis sorciers, parce que, comme tu disais, enfin, voilà, les gens ne sont pas dupes. Et la mobilisation, alors bon, c'est 68, on est en train de fêter l'anniversaire, mais avant 68, il y a eu 67, et il y a eu des mouvements en 67. Quand on dit on n'a pas vu venir 68, peut-être dans la mesure que ça a pris, mais il y avait des mouvements. Donc aujourd'hui, il y a des mouvements, et je pense que, en fait, ce que vous dites, pour moi, c'est très porteur d'espoir, et c'est très mobilisateur tout compte fait, parce que ça montre qu'il y a des possibles, qu'il y a du travail à faire, que la CGT y prend toute sa part, mais que c'est très... c'est plein d'espoir, et je pense que c'est ça aussi que nos camarades dans nos syndicats portent auprès des salariés. Alors,
Bon, parfois c'est un peu difficile, un peu compliqué, parce que le monde est un peu difficile en ce moment, on le voit, il y a des guerres, il y a du racisme, malgré tout, l'extrême droite qui monte quand même partout. Tu en as parlé tout à l'heure sur les mairies Front National. Voilà, je veux dire, faut pas le minimiser, il faut être très, très vigilant. Aujourd'hui, on ne sait pas trop vers où peuvent aller les choses, si ce n'est qu'on a quand même... il faut qu'on ait confiance en nous, quoi, et que c'est à portée de main, on peut le faire. Et je pense que c'est ça notre message peut-être le plus fort, c'est pas impossible. C'est ce que tu dis, c'est pas impossible, on peut le faire. Mais bon, voilà, comment peut-être après être encore au plus près dans nos collectivités. Pour nos camarades, nous, dans la fonction publique territoriale, on a quand même des camarades qui sont dans les mairies Front National. On le voit, et qui se battent. Et on a aussi pas mal de camarades syndiqués qui subissent la discrimination syndicale. Voilà. Là, il y a des procès, Air France, la criminalisation de l'action syndicale, elle est aussi très forte. Ça peut parfois faire peur un peu à certaines d'entre nous. Et on a là aussi... Non, je crois que tu as raison, il faut redonner de l'espoir. Moi, je crois qu'il faut être optimiste. La CGT, c'est pas vrai que ces gens-là ont un boulevard devant eux. C'est pas si simple. Je crois que les gens, en plus, ils tiennent à leur service public, etc. Bon. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait, évidemment, pour qu'on soit raisonnable, mais de l'optimisme à faire passer. Et c'est pas plier l'avance. Loin s'en faut. Je crois vraiment qu'il faut qu'on montre, nous, notre boulot, c'est d'aller rencontrer les salariés, de leur montrer la vraie nature, encore une fois, parce qu'il peut y avoir de l'embrumage. Ils sont habiles en face, hein. Ils ont une forme de démagogie qui peut faire passer, etc. Donc je crois que notre boulot, c'est de déchiffrer ce langage et de montrer qu'il existe d'autres issues. Et moi, je crois qu'à partir de là, on peut être raisonnablement optimiste. Je crois que la CGT, on est capable de faire des belles choses, on les construit de manière unitaire. Moi, je crois encore une fois qu'il ne faut surtout pas s'abandonner au pessimisme. Ces gens qui sont en face et qui tapent fort, ils n'ont pas forcément boulevard devant eux, mais évidemment, ça veut dire que chacun d'entre nous prend ces sujets à bras-le-corps, va discuter avec les salariés, leur explique un certain nombre de choses, montre que des voies sont possibles, cherche l'unité. Je crois qu'à partir de là, si on mène ce combat, les choses sont possibles. Moi, j'attends du 22, encore une fois, que ce soit un tremplin. Moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire, c'est incontournable, on a eu raison de le faire, mais je crois que c'est un tremplin pour encore plus de lutte émancipatrice. Voilà, moi, c'est comme ça que je crois que nous devons aborder ce moment fort que nous vivons actuellement. Mais on ne va pas seulement dire aux salariés et à nos collègues, on va les écouter beaucoup. C'est très important, c'est-à-dire que tous nos militants qui travaillent et qui sont en contact avec les salariés écoutent, font des réunions d'information, et nous remontent dans toutes les instances fédérales dont vous êtes les représentants, remontent aussi ce qui se dit, ce qui se passe. Donc on n'est pas déconnecté, et loin de là, déconnecté des préoccupations quotidiennes. La rémunération, évidemment, fait partie, les conditions de travail et de pouvoir ne pas souffrir en allant travailler. Enfin, c'est ce qui revient très régulièrement autour de la cafétéria. C'est aussi là que nous, on puise les préoccupations de nos collègues. La CGT, lorsqu'elle travaille sur des revendications, elle le fait avec ces remontées-là, et loin de là d'être déconnectée des réalités comme nos adversaires auraient tendance à vouloir le laisser penser, qu'on n'est pas en lien avec les réalités, mais je pense qu'on l'est vraiment. Oui, la tâche prioritaire, mais c'est ce que font beaucoup de nos camarades aujourd'hui, les militants de la CGT, la tâche prioritaire, c'est discuter avec les personnels, être avec eux et construire la lutte. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire d'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de discuter avec les patrons. Comme il l'a dit à plusieurs reprises Philippe Martinez, il faut vraiment qu'on rééquilibre et qu'on ne tombe pas dans le piège qui nous est tendu, d'essayer de nous occuper, à discuter pendant des heures et des heures sur des sujets sur lesquels en fait en réalité tout est quasiment ficelé. Donc la tâche prioritaire, c'est vraiment de passer du temps avec les salariés et construire la lutte. Et je redis aussi ce soir qu'il y a des signes d'espoir. J'étais tout à l'heure avec nos camarades des syndicats des conseils régionaux qui nous confirment, que beaucoup de salariés viennent voir la CGT, qui nous confirment qu'on progresse en syndicalisation dans les conseils régionaux, que d'ailleurs on progresse aussi aux élections professionnelles intermédiaires qui ont lieu dans un certain nombre de collectivités. Donc effectivement, on ne se voile pas la face, la période elle est difficile, mais il y a aussi des signes encourageants. Et moi je suis convaincu du fait que les choses peuvent se retourner très très vite. Macron est dans une stratégie de saturation en attaquant tous les fronts en même temps pour essayer de nous étouffer.
moi j'ai vraiment bon espoir qu'ils finissent par devoir canner sur un sujet et que, comme le dit Jean-Marc tout à l'heure après, ça va renforcer la volonté de toutes celles et ceux qui souffrent, parce que quand même aujourd'hui ce qui ressort massivement dans le pays, c'est que les travailleurs souffrent, qu'il y ait du coup la conviction et la capacité de repartir sur une dynamique de construction du rapport de force, de mobilisation pour réussir à renverser la table, parce que c'est quand même c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. Oui, il faut gagner quelque chose. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire. Quand les salariés gagnent dans leur collectivité, ne serait-ce que 10 € de plus, peu importe, c'est une victoire. Et que c'est partant de cette victoire-là, qu'on est en capacité de dire ça c'est possible, alors on peut aller plus loin. Et tu as parlé des élections intermédiaires et il va y avoir des élections professionnelles dans la fonction publique en fin d'année. Et là aussi, c'est important pour nous à la CGT de gagner ces élections largement. On peut le faire et il faut vraiment qu'on mette là tout le paquet d'ici la fin de l'année parce que on le voit, les autres organisations syndicales, même si on est favorable et on le doit être travailler l'intersyndicale, mais n'empêche que la CGT est quand même celle qui défend le plus, on le voit quand même, les intérêts des salariés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très visible, parce que les salariés, quand même, se rendent compte que la CGT, c'est elle qui a l'initiative finalement, parce que là on parle des mouvements, bien sûr, on est tout à fait dans une unité large qu'on pense indispensable, mais c'est quand même beaucoup la CGT qui a œuvré pour arriver à ce type de mouvement unitaire. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose à mettre au crédit de notre organisation syndicale, et les salariés le mesurent. La CGT, nous sommes porteurs de revendications fortes, nous sommes aussi un syndicalisme qui considérant qu'il faut instaurer un rapport de force pour pouvoir gagner son revendication. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait la différence dans la période et que les salariés peuvent mesurer. Baptiste le disait, le quotidien, d'être auprès des salariés, de les écouter, c'est répondre aussi à leurs revendications. Et l'utilité du syndicalisme, c'est déjà de répondre au quotidien avec eux à leurs préoccupations qui sont parfois très terre à terre, mais où le syndicalisme peut agir. Et ça, je pense que c'est un indicateur déterminant de la confiance qu'ils ont en nous, puisque d'ailleurs même les sondages le montrent, la CGT est quand même toujours l'organisation qui est souvent citée en première. Et donc, fort de ça, je pense qu'il faut continuer à construire des choses avec eux. Et les journées de mobilisation, c'est aussi des périodes où on arrive à capter des salariés, on arrive aussi à proposer la syndicalisation. Donc, voilà, tout ça c'est porteur aussi pour et attaquer les élections dans des bonnes conditions. Moi je pense que oui, il faut être positif dans une année où nous sommes attaqués certes frontalement, mais en même temps nous n'avons que d'autres choix que de nous rassembler pour essayer de porter un coup à ce gouvernement. Et Baptiste l'a dit, à force d'attaquer sur tous les fronts, il y a un dossier, une réforme qui va arriver les prochaines semaines, qui va être la réforme qui va peut-être plus parler à la population, où elle va plus s'engager auprès de nous pour pouvoir résister. Enfin, pas que résister, gagner. Oui, il faut être dans la conquête, et peut-être davantage, c'est peut-être notre problème à la CGT de ne pas suffisamment faire connaître notre action. C'est souvent ce qu'on nous dit à nous militants, on a le savoir-faire mais pas forcément le faire savoir, donc il ne faut pas hésiter dans nos collectivités, là où on est, quand on fait des propositions, quand on avance, quand on gagne quelque chose, de le faire savoir et de dire que la CGT était bien à l'initiative de ces actions, et encore une fois, tout en gardant à l'esprit que l'unité paye, mais l'unité quand la CGT est à l'initiative et quand on est moteur des actions à mener. Donc je pense que voilà, peut-être notre échange va prendre fin, mais ce que je retiens moi de cet échange, c'est ce que j'ai dit, beaucoup d'espoir. On en a sous le pied, je pense qu'on a plein de choses à faire, et on est prêt à le faire, quoi. Je veux dire, moi, si je veux juste conclure, je dirais, effectivement, il n'y a pas de petit succès, et donc on a besoin, nous, de luttes qui gagnent, c'est de montrer, et il y en a, et donc il faut qu'on valorise et qu'on
on n'est pas dans le tout ou rien. Moi, je crois qu'il n'y a pas de honte à engranger des choses. Et les mouvements, y compris ceux du 22 mars, des EHPAD demain, etc., c'est des mouvements, si on fait bouger les lignes, c'est aussi un signe qu'on donne et une tendance qu'on donne. Donc il faut valoriser ce qu'on gagne, tu as raison de dire. Parfois la CGT d'ailleurs ne met pas forcément assez en avant ces choses-là. D'ailleurs, je me félicite qu'il y ait une initiative dans le patio sur les luttes gagnantes de ces derniers mois, parce qu'il faut qu'on montre qu'on n'est pas dans une lutte stérile, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que ça. Et puis sur les élections, moi je dirais juste, on a deux choses à gagner, il me semble-t-il, de gagner le vote. Moi, je crois que tout le monde a intérêt à ce que la participation soit le signe le plus fort possible. Voilà, parce que c'est un signe qu'on donnera aussi. Au moment où on a un gouvernement qui nous attaque, qui attaque y compris le fonctionnaire quand il s'exprime librement sur ses missions, combien il y a de procès, de procédures disciplinaires, je crois que voter massivement le 6 décembre, c'est donner une forme de réponse au gouvernement. Voilà, premier truc. Et évidemment, faire voter CGT, parce que je crois évidemment que le vote CGT, c'est ce qui déterminera aussi le rapport de force dont on a besoin. Absolument. Donc votez CGT. Bah oui. Et tous Et tous ensemble le 22. Et tous ensemble le 22 mars dans la rue.